soir, il y a le feu dans les cuisines depuis 2 ans. Les ventes de McDo reculent et un nouveau patron, un nouveau chef en quelque sorte, a été nommé pour ramener les clients partis à la concurrence et puis rapporter un petit peu d'argent dans les caisses. Steve Edenbrook, donc, eh bien, cet après-midi présentait sa nouvelle stratégie, donc avec base de davantage de franchise, écoute de la clientèle, un nouveau burger à 5 $, le créneau du bien manger également, très important, on va y revenir. Alors, est-ce que ça sera suffisant ou McDo peut-il être englouti et disparaître? McDo va-t-il trouver la bonne recette? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, Steve Easterbrook qui présentait donc cet après-midi eh bien la nouvelle stratégie de McDonald's. On va y revenir évidemment avec nos décodeurs de l'écho. D'autres vont nous rejoindre évidemment. Restez avec nous, il y aura des surprises avec nos décodeurs d'ici 20h30. Denis Gancel est avec nous, bien entendu, chaque fois qu'il s'agit de parler des marques. C'est le président cofondateur de W. Il est auteur de La Société des marques. Rodolphe Bonas, que vous retrouvez tous les week-ends avec David Doba dans À vos marques. Rodolphe Bonas, directeur général du groupe CACOM. Et puis on va l'appeler tout de suite, il est à New York, Grégory Volokin. Bonsoir Grégory. Bonsoir Fabrice. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, donc il est en ligne, je le disais, depuis New York. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez McDonald's, Grégory ? Écoutez, si vous me posez la question aujourd'hui, je vous dirais ce qui tourne pas rond chez McDonald's, c'est le management. Parce que le discours d'aujourd'hui du CEO Easterbrook, c'est un discours qui se trompe complètement d'audience et d'objectifs. Ce qui ne tourne pas rond chez McDonald's, c'est que les gens n'aiment plus aller manger chez McDonald's, qu'il n'y a plus ce phénomène du restaurant qui attirait les foules et les jeunes. Ça a été remplacé aux États-Unis par beaucoup d'autres chaînes, à commencer par des chaînes comme Shake and Shack, Five Guys Burger. Même en France, vous voyez qu'une chaîne comme Burger King, qui a une viande de meilleure qualité grillée au dernier moment, est en train d'attirer beaucoup de monde. Donc je dirais ce qui ne va pas chez McDonald's, c'est exactement le discours d'aujourd'hui du management, qui a un discours qui est peut-être destiné à Wall Street, mais qui est en tout cas pas destiné aux clients potentiels et qui ne va pas faire revenir une personne dans leur restaurant. Oui, juste un mot, hein, le cours de McDo, eh bien, à la baisse. Hein, il avait cherché peut-être à parler à Wall Street cet après-midi, mais Wall Street ne l'a pas entendu. Vous avez tout à fait raison. Et non seulement Wall Street n'a pas entendu, mais un exemple qui est un peu cruel, c'est que Standard & Poor's, il y a une demi-heure, a rabaissé la note de McDonald's de A+ à 1 en disant mais ce que McDonald's nous dit aujourd'hui, c'est qu'ils vont augmenter leurs dépenses en, par exemple, rachetant des actions pour évidemment augmenter ses revenus, mais qu'en ce moment, les revenus sont en chute libre, notamment en Chine et aux États-Unis, que donc le taux de leverage, le taux d'endettement de McDonald's va monter très très rapidement. Alors même Wall Street n'est pas satisfait de ce discours, mais franchement Wall Street n'aurait pas été sourd si on avait eu un vrai plan pour attirer des gens dans les restaurants, parce qu'en fait c'est un business, le business de servir des hamburgers, c'est de faire venir les gens et que ces gens les mangent, et c'est en tout cas pas avec ce genre de discours qu'on va faire venir plus de monde dans les restaurants McDonald's. Oui, on va revenir dans le détail des annonces. Vous restez avec nous évidemment depuis New York, Grégory Volokin. Il y a la partie, j'allais dire, management, la partie plus financière également, avec plus de franchise, réorganiser ses activités à l'international et puis à destination de la clientèle. En effet, écouter davantage les clients, leur proposer peut-être, eh bien, de la meilleure qualité, justement. On verra dans un instant peut-être un burger de luxe, hein, tout ça, évidemment, on le détaillera. Mais Rodolphe Bonas, on vient d'entendre Grégory Volokin depuis New York. C'est vrai que j'ai l'impression que le périmètre, le visage de McDo a changé. Autrefois, c'était simple, c'était du burger, c'était un soda, quel qu'il soit, servi rapidement. Maintenant, c'est un mastodonte, c'est une usine à gaz. On n'y comprend plus rien. Alors, on n'y comprend plus rien. Maintenant, il faut vraiment faire la distinction. McDo, ce sont des régions, des grandes régions mondiales, d'accord ? Il faut bien distinguer le McDo, on va dire, installé aux États-Unis, le pays d'origine, qui finalement est la zone qui, j'allais dire, souffre le plus aujourd'hui. Hein. C'est vraiment celle qui vraiment reçoit des à-coups terribles de la part de ses concurrents. Et qui véhicule encore
40% du bénéfice opérationnel. Exactement. Rien que les États-Unis. Exactement. Rien que les États-Unis, c'est 40% du bénéfice opérationnel. Et pour ceux qui sont allés aux États-Unis récemment et qui sont allés dans un McDo aux États-Unis, on a pu quand même constater sur une certaine forme, entre guillemets, de paupérisation un peu de la chaîne, c'est-à-dire qu'on trouve finalement, bien sûr, tout le monde va chez McDo, bien sûr, mais aux États-Unis, on va dire, c'est parfois un peu plus low cost, on va dire, que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Ce que vous voulez dire, c'est que l'image de la marque de McDo aux États-Unis est très différente de celle que l'on connaît en France. Exactement. Eh oui. C'est-à-dire où en France, on a une enseigne qui est positionnée sur un segment de marché plus innovant, avec des créations de produits beaucoup plus importantes et surtout des restaurants qui se sont énormément renouvelés. Donc il faut bien distinguer, et d'ailleurs l'organisation chez McDo fait bien ces distinctions, puisqu'ils ont leur maison mère, les États-Unis, puis ils ont les pays émergents avec la Russie, la zone Amérique du Sud, et puis ils ont l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, qui sont les pays très fortement contributeurs en termes de résultats et donc qui ont des positionnements un peu différents. Et d'ailleurs, ça tombe bien ce que vous dites, puisque Easterbrook, le nouveau patron donc de McDo, dans sa réorganisation qu'il a voulu présenter cet après-midi, il distingue en effet 4 zones. Exactement. Les États-Unis, donc 40% du bénéfice opérationnel. Le second créneau dit marché internationaux leader, où on voit la France, où il y a l'Australie, le Canada, l'Allemagne, UK. 40% également, eux tous, du bénéfice opérationnel. Et puis, troisième zone, les marchés à forte croissance. Chine, Italie, Pologne, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suisse, Pays-Bas. 10%, donc au total du bénéfice opérationnel. Et le reste, c'est le reste du monde. Exactement, tout à fait. Et donc, il faut bien comprendre que la maturité de la marque McDo et du business de McDo n'est pas du tout la même en fonction de ces différentes zones. Ça, c'est un point important par rapport aux commentaires qu'on a eus au niveau des États-Unis à l'instant. Et ce sera intéressant de voir justement, on le verra d'ici quelques minutes avec Dorothée Balzan, comment la France donne le là, parfois, justement, c'est donné peut-être fait preuve d'innovation, a réussi à franciser quelque part la marque McDonald's. Denis Gancel à la tête de W. Qu'est-ce qui pêche chez McDonald's? Qu'est-ce qui fait que McDo perd des parts de marché au profit de Chipotle, Wendy's, Taco Bell, Shake Shack, comme disait tout à l'heure Grégory Volokin. D'abord, Fabrice, je pense qu'il faut un peu relativiser. McDo traverse visiblement une passe difficile, comme beaucoup de grandes marques, comme IBM, comme Apple, comme Disney. Oui. Là, on est dans un chiffre d'affaires en recul d'un petit peu plus de 2% l'an dernier, en 2014, à 27 milliards de dollars, bénéfice net par contre qui chute de 15%, lui à un petit peu moins de 5 milliards de dollars. Certes, mais il faut mettre ça au regard des positions acquises. On est en train de parler d'une entreprise qui est encore classée dans le top 5 des marques les mieux valorisées au monde, plus de 85 milliards de dollars. On est en train de parler d'une entreprise qui a plus de 36 000 restaurants dans le monde, dans 120 pays. C'est des positions acquises considérables. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, par rapport à votre question qui est très importante, sur l'histoire. Vous savez que j'aime bien regarder l'historique. Alors vous savez que McDo a été créé par les frères McDonald's, mais en réalité c'est un monsieur qui s'appelle Ray Kroc. Ça va vous parler, Fabrice, parce qu'il a commencé dans la radio et en plus il était pianiste de jazz. Il a quitté l'école à 15 ans et à l'âge de 52 ans, il a acheté une franchise McDo et il n'a acheté la marque McDo aux deux frères que lorsqu'il a eu 59 ans. Donc c'est intéressant, je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 50 ans, on peut entreprendre après avoir passé l'âge de 50 ans. C'est un des exemples bien connus. Mais ce qui est intéressant, et je vais vous citer rapidement un extrait du livre de Jean-Pierre Petit, qui est le président de McDo en France. Le livre s'appelle « J'ai vendu mon âme à McDo ». Mais il y a dans un extrait de ce livre l'explication de ce qui se passe en ce moment. Et il parle de Ray Kroc en disant sur quelle base a été créé McDo. Et je le cite, fou de taylorisme. Il parle de Ray Kroc, le fondateur. Il standardisa la méthode au détail près. Les sandwichs étaient calibrés. La viande hachée d'un hamburger devait peser 45 grammes pour 9,6 cm de diamètre. Il devait contenir 0,84 grammes d'oignons, un cornichon, une cuillerée à thé de moutarde, 3,5 grammes de ketchup. Tout était mesuré. L'épaisseur des frites comme le temps de cuisson de chaque produit, tout était classé, englobé dans une série de procédures. Vous avez là en fait l'explication du succès de McDo par rapport à la pénétration fabuleuse de process comme ça si bien le faire à l'américaine. Et ce qui a été dit tout à l'heure est très intéressant, c'est que le défi aujourd'hui de McDonald's, c'est la plasticité et la souplesse. Quand on a un code génétique qui est fondé sur la procédure et sur la rigueur et sur le calibrage des frites et qu'il faut l'adapter aux différentes zones géographiques, à la réalité de nouveaux pays comme les pays émergents qui découvrent la viande
Il faut savoir que on consomme en Chine 15 fois plus de viande qu'en 1961. C'est ça la réalité. Donc il faut adapter son offre. C'est ce qu'a su si bien faire Jean-Pierre Petit pour la France. On en parlera sans doute tout à l'heure. Grégory Volokin depuis New York chez Mescart Capital. Grégory Volokin. McDo a perdu un peu son âme ou pas? C'est pas vraiment l'âme. C'est je dirais beaucoup de problèmes qui sont un peu différents. D'abord, je ne sais pas si McDo avait une âme, ça c'est beaucoup dire. Je dirais par exemple qu'il y a un problème, c'est que les Américains, en tout cas, ils vont chez McDonald's, surtout en voiture, ils s'arrêtent à un petit guichet et ils veulent être servis très rapidement. Or, le temps d'attente a beaucoup augmenté depuis ces 2 dernières années. Par exemple, maintenant, si on va chez Wendy's, on est plus rapidement servi. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le nombre d'aliments servis dans un McDonald's a explosé à la hausse. On en est à 230 aliments différents, ce qui fait que, ça augmente beaucoup les coûts de production, évidemment, pour les restaurateurs, mais ça rend aussi, les clients vraiment assez confus, et deuxièmement, quand on veut quelque chose de bon, on préfère qu'il y ait une production assez limitée. Alors l'exemple d'un Shake Shack dont je parlais tout à l'heure, ils ont un menu avec seulement 49 différents produits. Mais surtout, je dirais, en tout cas aux États-Unis, il y a un mouvement très important vers une nourriture plus saine, vers des produits qui sont frais, et ça c'est vraiment ce qui montre le grand succès d'un Chipotle, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que Chipotle appartenait à McDonald's. Ils s'en sont séparés. Maintenant, vous avez un Chipotle qui est donc spécialisé dans la nourriture mexicaine, avec une croissance vraiment exponentielle, plus de produits modifiés génétiquement, alors que je pense que si on va un peu creuser un hamburger McDonald's, je ne sais pas trop ce qu'on va trouver à part la viande, beaucoup d'autres choses. Et je dirais le client maintenant qui va chez McDonald's vraiment aux États-Unis, et là je ne parle pas de l'Europe, je suis aux États-Unis, c'est parce qu'il n'a vraiment pas le choix d'aller ailleurs. S'il a le choix d'aller ailleurs, d'abord il ira plutôt Wendy's ou plutôt Burger King, et puis après, comme destination, il y a des tas de restaurants maintenant de destination pour aller manger des hamburgers, Five Guys, Shake Shack, et je pourrais en citer au moins une demi-douzaine d'autres. Donc pour le moment, en tout cas, McDonald's, qui se base sur le hamburger malgré tous ses produits, a un peu perdu l'attrait qu'ils avaient pour leurs clients. Alors, à défaut de perdre son âme, il a perdu l'attrait donc pour les clients. Rodolphe Bonas, CACOM. Alors, ce qui est très bien décrit ici, c'est qu'on voit finalement l'ampleur du défi. C'est-à-dire que finalement, de cette histoire de 60 ans d'histoire et 60 ans quelque part d'hégémonie de cette marque, à la fois aux États-Unis mais sur d'autres marchés internationaux, aujourd'hui, elle est à l'étape d'une maturité dans laquelle finalement il va falloir se réinventer pour arriver à reconquérir ses clients. Parce que autour de cette hégémonie, qu'est-ce qu'il se passe? Le marché a réagi, vous avez des concurrents frontaux qui sont arrivés, vous avez des alternatives qui se sont montées, et puis un peu à l'instar de la France, vous savez qu'aujourd'hui, typiquement le hamburger, il y a plus de 30% des restaurants traditionnels français qui présentent aujourd'hui déjà à leur carte, on le verra tout à l'heure aussi, un hamburger. Et donc du coup, on voit très bien que finalement l'hégémonie économique d'une marque comme McDo, elle ne peut pas laisser indifférent un marché. Et donc là, c'est vraiment cette réactivité de ses concurrents qu'on voit s'opérer. Maintenant, McDo doit relever, et je pense moi aussi qu'avec une marque qui ouvre, vous savez, 10 magasins par jour, quand même encore aujourd'hui, il va en fermer. Okay. On va y revenir. Il va en fermer quelques-uns. Exactement. Parler aussi, mais qui continue quand même et qui est quand même dans une logique d'expansion. On peut imaginer quand même qu'elle a les ressorts et les moyens de réagir. Oui, alors on le disait, donc parmi les annonces faites cet après-midi par Steve Easterbrook, le nouveau patron donc de McDonald's, qui a remplacé celui qui a été un petit peu poussé à la porte il y a quelques semaines, Don Thompson. McDo donc qui va se réorganiser en 4 grandes zones mondiales. C'est ce que vous nous disiez, Rodolphe Bonas, pour mieux s'adapter à la clientèle. McDo qui s'adapte aux spécificités locales, quitte à déployer les meilleures idées au niveau mondial. Est-ce que ça va permettre de faire des déclinaisons un petit peu comme la France, justement, comme McDo, c'est francisé, vraiment, c'est imprégné dans le tissu local français. C'est ce que nous explique Dorothée Balzan. La France, c'est un peu le laboratoire d'innovation de McDonald's. C'est chez nous, par exemple, qu'a été inventé le concept du McCafé, avec ses boissons chaudes et ses pâtisseries. Un succès aujourd'hui décliné dans le monde entier. La France est aussi le premier pays à avoir misé sur la qualité des produits. Viande et pommes de terre d'origine France, jus de fruits et compotes bio dans les menus Happy Meal. Et chaque année, une place bien en vue au Salon de l'Agriculture. Dernière innovation lancée dans 3 restaurants en décembre
décembre dernier. Des burgers haut de gamme à 9,50 €, inspirés de ceux que l'on peut trouver dans les bistrots. Quand elle regarde le nouveau plan stratégique de McDonald's, Julie Jourdan, gérante chez Monsartis, constate que le groupe s'est largement inspiré du modèle français. Le nouveau patron de McDonald's a mis l'accent sur les menus, la traçabilité, pour vraiment répondre à cette demande des Américains qui est de manger mieux, de ne plus avoir cette image de malbouffe qui leur collait un petit peu à la peau aux États-Unis et sur laquelle se sont engouffrés beaucoup de leurs concurrents qui se sont différenciés en voulant véritablement rentrer sur ce créneau du fast-food de qualité. Pour parfaire leur image, les McDo français ont aussi revu leur design, déco branchée et fauteuils confortables. Jusqu'à maintenant, cette stratégie était avant tout celle du patron France, Jean-Pierre Petit. Dans un livre, il avoue d'ailleurs ne pas toujours demander l'autorisation à sa maison mère américaine avant de sortir une nouveauté. « Je préfère m'excuser que de demander l'autorisation », écrit-il. Mais c'est donc lui qui avait raison. 700 restaurants McDonald's doivent fermer cette année, mais pas un seul en France. Voilà, explication de Dorothée Balzan. J'ai vendu mon âme à McDo, le livre de Jean-Pierre Petit. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un de McDo ce soir sur le plateau des décodeurs de l'écho. Bon, apparemment, ils n'avaient personne à nous envoyer. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Bon, Denis Gancel, patron de W, il y a la France et il y a le reste du monde. La France qui a réussi donc à innover, à se distinguer sous la houlette de Denis Hennequin, ex-patron de McDo. Et maintenant, Jean-Pierre Petit? Absolument, Fabrice. Je pense qu'il faut avoir de la bonne mémoire et se souvenir des années 90 où on voyait au journal télévisé des restaurants qui étaient attaqués avec en particulier José Bové qui ont été pris à la marque et on se souvient de cette difficulté pour une marque à l'époque américaine de se faire accepter. L'enjeu principal, c'était l'acceptabilité dans le tissu social français. Et Jean-Pierre Petit a eu la clairvoyance de non pas s'adapter, je reprends le mot que vous utilisiez tout à l'heure concernant le nouveau président, le sujet n'est pas s'adapter, le sujet est d'innover sans cesse. Et Jean-Pierre Petit a fait un certain nombre de constats. Premier constat, il s'est aperçu que la marque était le premier employeur des jeunes, le premier employeur privé des jeunes de moins de 20 ans. Et que ceci peut-être, à l'heure où on était dans 72 000 collaborateurs en France pour McDo. Absolument. On était dans des villes en doigts de gants avec des jeunes qui ne savaient pas quoi faire et que beaucoup, et c'est encore le cas aujourd'hui, trouvent un premier job chez McDo qui est au passage une excellente école de formation. 9 000 postes créés en CDI entre 2012 et 2014. Ils vont en créer autant d'ici 2017. Absolument. Deuxièmement, qui a été sans doute le point le plus important, ça a été le lancement en 1997 des premières salades McDo. C'est vrai. Il faut savoir ce que ça représente pour une maison qui est un pure player, qui a qu'un seul produit, dont la signature était, à l'époque, nous faisons des hamburgers et nous le faisons bien. Finalement, par rapport à d'autres entreprises qui sont des entreprises diversifiées, là il y avait un produit, c'était le hamburger, qui au passage a été inventé à Hambourg par des Européens, et il s'agissait de prendre en compte déjà en 1997 des nouvelles attentes des clients, et les clients, ils ne voulaient pas que de la viande, ils voulaient aussi manger équilibré. Et manger équilibré, ça a été une obsession à l'époque de Jean-Pierre Petit. Il l'a mis en place et enfin, ça a été très bien dit dans le reportage, il a travaillé sur les concepts de restauration, en expliquant que les restaurants ne devaient pas être une punition, mais devaient être des lieux à vivre, parce qu'on y accueillait au passage les familles et les enfants, et que pour eux, il fallait donner le meilleur, et il fallait faire vivre une expérience à ces familles. Oui, au final, l'image de McDo en France, maintenant, est-ce qu'il a quitté son image de marque américaine, de World Company, pour devenir une marque française? Quand même pas à ce point-là, Denis Gancel. Marque française, non, mais au même titre que nous avons des Apple dans notre poche et que on comprend bien que pour naviguer sur Internet, il vaut mieux passer par Google. Aujourd'hui, je crois que la température, si vous me permettez, est extrêmement descendue par rapport à McDo. Et McDo est aujourd'hui un interlocuteur très crédible des préfectures, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'insertion des jeunes, ce qui est un enjeu majeur dans notre pays. Donc, au même titre que d'autres marques, que General Electric qui vient au secours d'Alstom. Après tout, McDo a tout à fait droit de citer et c'est le travail qu'a pu accomplir Jean-Pierre Petit depuis les années 90. Grégory Volokin depuis New York, depuis Mescart Financial Services. Il y a un exemple à suivre de la France pour McDonald's Monde? Écoutez, à vous écouter certainement maintenant, est-ce que c'est le cas
Il faut savoir, par exemple, que les cafés n'ont pas du tout été introduits en France. Ils ont été introduits aux États-Unis et que maintenant, en fait, le fait que McDonald's serve des cafés, mais aussi des frappés, du café froid, des cappuccinos, est un énorme problème parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps aux employés pour le faire, ça ralentit beaucoup le processus et les gens se plaignent et disent écoutez, moi j'attends pour avoir un hamburger, vous avez quelqu'un en face de moi qui veut un cappuccino avec un peu de mousse, etc. Ça prend 3 minutes de plus. Donc non, on ne peut pas forcément s'inspirer de la France. Vous parlez des salades. C'est impossible de trouver une salade chez McDonald's aux États-Unis sans avoir du poulet frit dedans. C'est pas des salades que je dirais bio ni des salades très saines, c'est des salades avec des éléments frits. Donc le problème de McDo n'est pas le problème de la France. Je suis sûr que Jean-Pierre Petit fait un excellent travail en France. C'est un problème beaucoup plus global. Et la France est un tout petit point dans l'empire McDonald's. Parce qu'après, évidemment, les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'Asie, vous avez le Japon, où il y a eu par exemple des très très gros problèmes de production au niveau des frites. Donc la déception, je dirais, aujourd'hui vient du fait qu'on a un plan peut-être financier, peut-être un plan de restructuration, mais on ne donne pas un message comme quoi la qualité de la nourriture globalement va s'améliorer. Et le problème n'est pas forcément la diversification, puisque comme je le disais, un des gros problèmes ici, et les franchisés, donc les gens qui exploitent les restaurants le savent, c'est justement que McDonald's offre beaucoup trop de produits dans beaucoup trop de gammes de produits différents et qu'il faudrait vraiment qu'ils réduisent l'offre pour pouvoir se concentrer sur le savoir-faire de McDonald's qui est quand même le hamburger. Ouais, il reste encore 2 minutes avec nous, Grégory Volokin depuis New York. Rodolphe Bonas, McDonald's, 36 258 points de vente dans 120 pays, 1285 restaurants en France. Voilà le rapport. Alors, exactement. Alors, ce qui est tout à fait passionnant dans ce que vient de dire Grégory, c'est qu'on voit véritablement le défi de l'adaptation au pays et à la zone géographique. L'histoire du café, c'est vraiment un élément tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que oui, la mise en œuvre des McCafés en France, ça fonctionne parce qu'on a une consommation du café qui est à heure fixe quasiment. Si vous allez aux États-Unis, vous avez une consommation du café qui est tout au long de la journée. Donc là, ça va bien complètement vous déstabiliser votre chaîne de production. Ça, c'est un point. Deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il faut bien comprendre que aujourd'hui, dans l'équation économique d'une marque comme McDo, vous avez bien évidemment une partie du business qui est liée aux restaurants qu'ils ont en propre. Voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment toute cette logique dans laquelle ils ont trouvé un lieu, ouvert un restaurant, recruté un personnel, et c'est eux-mêmes qui opèrent le commerce et la vente. Et puis, ils ont le gros quand même de leur effectif, qui est la mise en œuvre finalement de ce réseau de franchisés, où finalement les clients de la marque McDo, ce sont des franchisés indépendants. Et ce sont les franchisés indépendants, eux, ont comme clients finaux, nous, les consommateurs. Et donc, c'est vrai que le recentrage qui est opéré ici, c'est un recentrage qui consiste à dire, finalement, je vais donner beaucoup plus de main à l'agilité de l'indépendance, plutôt que d'essayer d'intégrer moi-même ce business. Et ça, je pense que c'est un changement important par rapport à l'historique de McDo. Et ça, vous l'avez écouté cet après-midi, Easterbrook, Grégory Volokin, ce qu'il disait cet après-midi, une structure de la société est trop lourde. Voilà ce qu'il disait. Il veut aussi alléger McDo. Alors alléger, on verra dans les assiettes dans un instant avec Denis Gancel, avec Rodolphe Bonas, avec le critique Perico Légas. Mais en effet, il veut davantage de franchises, un petit peu suivre le modèle de Burger King. Burger King qui ne gère en propre que 1% de ses 7300 restaurants aux États-Unis et au Canada, Grégory. Vous avez tout à fait raison, mais malheureusement, ces déclarations ne vont pas dans ce sens. Parce qu'en fait, pour le moment, il y a 10% de restaurants qui sont détenus par McDonald's aux États-Unis et 18% qui sont détenus par McDonald's à l'international. Et son but, c'est de faire descendre ce chiffre global à 10%. Donc en fait, c'est pas vraiment révolutionnaire. On va rester à peu près avec le même chiffre de restaurants détenus aux États-Unis. Vous savez que alors les investisseurs Wall Street auraient aimé une autre chose, c'est faire un spin-off de l'immobilier de McDonald's, parce qu'en possédant des restaurants, ils possèdent évidemment de l'immobilier qui est traité fiscalement d'une façon totalement différente. Donc un commentaire que j'ai entendu ce matin par rapport à ces rapports avec les franchisés, en tout cas aux États-Unis, c'est que c'est du vent et qu'en fait les franchisés ici aux États-Unis sont pratiquement en train de se révolter parce que McDonald's leur impose des contraintes financières très importantes, que ça soit justement constamment d'introduire des nouveaux produits, de retirer des nouveaux produits, de transformer leurs restaurants. Ils sont mécontents ces franchisés et je dirais même que franchement ça sera peut-être difficile pour McDonald's de trouver beaucoup de nouveaux franchisés. Vous savez qu'une franchise McDonald's coûte
coûte entre 1 million et 2 millions de dollars aux États-Unis pour l'acheter, hein, le pas de porte. Et vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui veulent mettre 2 millions de dollars dans un business qui est en fort ralentissement. Oui, et puis un autre point aussi, moins d'ouverture et davantage de fermeture. Ça aussi, ça se rentre dans le plan qui vise à économiser 300 millions de dollars par an d'ici 2017, Grégory Volokin. Absolument, vous avez raison. Mais en même temps, quelle est la concurrence et qu'est-ce que fait la concurrence? Chipotle ouvre avec une vitesse de pratiquement 10% de nouveaux restaurants par an. Vous avez Shake Shack qui pour le moment a 64 restaurants mais qui en prévoit 200 d'ici la fin de l'année, donc 300% de croissance. Je n'ai jamais trouvé que c'était vraiment porteur d'avenir pour une compagnie de réduire sa voilure. En principe, la confiance dans l'avenir, c'est justement l'expansion. Et là, au contraire, ce qu'on peut voir, c'est que c'est certains qui vont se séparer de restaurants qui ne sont pas rentables. C'est peut-être une économie de 300 millions de dollars, mais 300 millions de dollars par rapport à une perte, par exemple, de chiffre d'affaires de 5% annuel aux États-Unis, c'est là aussi vraiment très très petit et ça ne rendra pas le commerce plus attirant pour ni les investisseurs ni pour les clients. 700 points de vente qui vont être fermés au total, principalement aux États-Unis, en Chine. Au Japon, à comparer en 2011, McDo qui inaugurait encore un restaurant par jour en Chine. Grégory Volokin, on va le saluer. Merci beaucoup. Bonne fin de journée donc à New York. Grégory Volokin, qui est le président de Mescart Financial Services. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors la mauvaise passe de McDonald's, bon évidemment à relativiser, mais quand même, voilà, on se pose beaucoup de questions avec un chiffre d'affaires en recul, maintenant depuis 2 ans, des clients qui sont partis pour beaucoup à la concurrence, et c'est vrai que eh bien, les points de vente ne manquent pas, bien entendu. McDonald's n'est pas encore complètement menacé, il faut raison garder, mais enfin en tout cas il y a une nouvelle stratégie mise en place cet après-midi par le nouveau patron, nouveau directeur général, Steve Easterbrook, qui a débarqué il y a quelques semaines justement pour ramener les clients dans les points de vente puis ramener de l'argent dans les caisses bien entendu. On en parle avec nos décodeurs de l'écho et j'accueille Bernard Boutboul. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Boutboul, directeur général de Gira Conseil spécialisé dans la consommation alimentaire hors domicile, c'est-à-dire donc tout ce qui est restaurant et notamment les fast-food. On est toujours avec Denis Gancel, auteur de La Société des marques, c'est le président de W, et puis Rodolphe Bonas, CACOM, groupe de communication spécialisé dans la distribution. Que veut le consommateur, à votre avis, lorsqu'il rentre dans ces points de vente? Bernard Boutboul. Il veut des choses très très simples. Il veut de préférence bien manger. Et d'être accueilli par des gens avec sourire et compétence, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher des complications, surtout quand on parle de restauration hors domicile aujourd'hui. Il faut être très simple, très pragmatique. Et c'est ce qu'on trouve dans la restauration rapide, comme McDo, comme Burger King, comme Chipotle. Alors, si vous parlez de la France, oui. Si vous parlez des États-Unis, non. Alors, pourquoi non aux États-Unis? Je crois que les États-Unis ont un gros écart avec nous. D'abord, les Français sont loin d'être des Américains dans leur comportement alimentaire. Déjà, nous ne sommes pas nomades, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas en mouvement. Les Américains sont encore au fast-food malbouffe entre guillemets, alors que la France a pris un virage depuis maintenant 2004, donc il y a plus de 11 ans, vers une restauration distribuée rapidement de très haute qualité. Aujourd'hui, on a de la restauration rapide en France à 23-25 € de ticket moyen, ce qui était impensable il y a 5 ans. Et quand vous dites ça à des Américains, ils vous regardent avec des yeux pas possibles en disant mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible en France, au pays de la tradition et de la gastronomie. Alors cet après-midi, Steve Easterbrook est parti d'un certain nombre de constats. Il a dit voilà, dans le marché américain, c'est beaucoup trop compliqué, le menu est devenu compliqué, il y a beaucoup trop de menus justement. On va concentrer, évidemment, on va simplifier le nombre de menus. On va écouter davantage les clients, on va supprimer le tiers des menus, on va davantage customiser. Tiens, Rodolphe Bonas, c'est comme customiser, c'est-à-dire que les clients choisissent davantage leur sandwich, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que l'idée, un petit peu, c'est d'essayer de rentrer dans cette personnalisation finalement du menu et de sortir un peu de la standardisation à outrance. Mais ça prend du temps, ça fait des files d'attente. Alors, non seulement ça prend du temps et ça peut faire des files d'attente, mais on voit qu'il y a un certain nombre de modèles ou de moyens pour arriver à contourner cette problématique. Alors, si on prenait des chaînes qu'on connaît en France qui sont revenues type Burger King, on voit qu'ils ont réussi à s'organiser pour pouvoir fabriquer de manière un peu plus proche
rapproche un sandwich par rapport à la commande du client. Alors chez McDo, aujourd'hui, ça commence à s'exprimer avec ce système de bornes. Hein. Vous savez, vous avez des bornes en entrée pour passer votre commande et faire en sorte que finalement, ça se rapproche en plus de la préparation. Donc c'est sans doute dans ce genre de piste qu'on va essayer d'aller chercher. Maintenant, c'est vrai. Est-ce qu'on va mettre en place de nouvelles façons de commander Alors c'est vrai, quand on a lancé le sujet ce matin, donc c'est vrai que tout le monde avait un avis à la rédaction de BFM Business. Je pourrais citer des stars de l'antenne que vous entendez régulièrement, notamment un économiste un peu rond, voilà, qui vient souvent dans les décodeurs de l'écho, qui dit oui, mais moi je voudrais beaucoup du bacon en option, du fromage double, davantage d'oignons, tout ça. Mais alors ça, on va y revenir, on va y aller, arriver ou pas? Sans doute qu'on va on va y aller, mais c'est seulement, il faut comprendre que pour une maison comme McDonald's, c'est une révolution, comme le disait Denis tout à l'heure. C'est vraiment que c'est une révolution culturelle, hein, parce que sur le principe, c'est quand même une machine à produire du frais, mais de manière assez standardisée quand même. Donc, c'est vraiment toute cette adaptation qu'on va voir naître. Et c'est en ça où je reviens de manière un peu franco-française pour dire où, là pour le coup, les Français, ils ont une petite longueur d'avance sur cette logique-là, hein, parce que on a cette créativité en France au niveau gastronomique qui n'existe peut-être pas sur d'autres marchés. Alors Bernard Boutboul et Denis Gancel, W. Alors, la France est devenue un modèle à l'échelle mondiale. Le seul problème, c'est que les Américains ne peuvent pas copier la France, parce que Jean-Pierre Petit a eu le génie en 2004 de demander l'autorisation de franciser sa gamme, ce qui est complètement dingue pour une enseigne qui a 33 000 restaurants dans le monde à l'époque. Et puis je crois qu'on fait une grosse erreur en disant qu'on ne peut pas customiser, qu'on ne peut pas faire du minute, qu'on ne peut pas choisir ses ingrédients, parce que il y a une montée en gamme généralisée de la restauration rapide qui autorise justement de prendre un peu plus son temps, de payer un peu plus cher pour voir son produit fabriqué devant soi, plutôt que d'avoir un aspect industriel, parce que il y a certaines chaînes de restauration en France où le produit que vous demandez est en progression sous vos yeux. Et c'est votre produit que vous commandez. Quand vous commandez un Big Mac chez McDo, le Big Mac qu'on vous donne n'est pas votre Big Mac. C'est un Big Mac qui est en rack et qui a été préparé à l'avance. Donc le fait qu'on puisse customiser, comme le fait des chaînes comme Five Guys, Shake Shack ou Steak and Shake, qui sont des trois Américains qui ont un nombre d'établissements certes très très différents, et bien là je trouve qu'on est dans la montée en gamme. Denis Gancel, W. Oui, ce qui est intéressant, c'est de mettre cela en perspective de ce que l'on pourrait appeler les marques d'avenir. Vous savez qu'on a fait une étude récente sur quelles sont les marques d'avenir et qu'est-ce qu'on attend d'une marque d'avenir. L'enseignement principal de cette étude, c'est qu'on attend d'une marque d'avenir, c'est qu'elle change notre vie quotidienne. Et on voit dans tous les secteurs de l'économie des marques qui sont obligées de revoir l'intégralité de leur essence, qui revoient leur business model parce qu'il y a de nouvelles marques qui arrivent. On en a parlé sur ce plateau pour l'hôtellerie, on en a parlé pour la SNCF, pour les compagnies aériennes, qui sont attaquées par de nouveaux concurrents qui travaillent différemment, vous avez employé, Uber, Airbnb, vous avez employé l'expression qui est très juste, qui travaillent de façon plus légère et qui bénéficient d'une image extrêmement positive. McDo n'échappera pas à la règle. C'est-à-dire McDo, pour devenir et pour être une marque d'avenir, et McDo a tout pour être une marque d'avenir, va devoir changer des pans entiers de son business model, au moins sur deux registres. Le premier registre a été évoqué à l'instant sur le fait devant vous, sur le fait devant vous. Aujourd'hui, on sait que non pas les gens, Grégory tout à l'heure disait les gens, il faut se méfier de cette expression les gens, parce que qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial, les gens? Quand on est en Chine, quand on est en Uruguay, quand on est aux États-Unis, quand on est en Europe. Le consommateur est aujourd'hui un animal extrêmement complexe, mais on sait qu'il veut être rassuré sur la traçabilité des aliments qu'il ingère. Donc, pour être rassuré, il connecte ça au fait que c'est fait devant lui. Vous savez, vous connaissez ce film du Grand Restaurant avec Louis de Funès. Tout se passait Monsieur Septime, hein, ça se passait derrière et on avait une phrase qui est de dire le client il veut déguster l'assiette, il veut pas savoir ce qui se passe en cuisine. Erreur aujourd'hui. Le client il veut savoir ce qui se passe en cuisine à tel point qu'aujourd'hui on met les cuisines devant lui. Donc c'est un premier point. Puis le deuxième point qui là aussi est un enjeu majeur et McDo s'en occupe, c'est évidemment le digital. C'est la prise de commande à distance à partir de votre smartphone qui fait qu'on va pouvoir diminuer les files d'attente, qui est un enjeu car la devise de McDo aujourd'hui est inchangée. C'est vite, bien et bon. Ouais, alors bon, justement, ça c'est intéressant, le créneau du bien manger. Constat donc, Rodolphe Bonas, Bernard Boutboul, Denis Gancel, profonde défiance donc de la part des consommateurs, hein, peut-être sur McDonald's, qui cherche peut-être des enseignes
beaucoup plus responsable quelque part. On voit donc Chipotle qui propose maintenant qu'il va bannir les OGM dans ses menus aux États-Unis. On voit Shake Shack donc bien introduit en bourse en janvier qui propose peut-être pas du bio mais des produits naturels, du bon entre guillemets, hein, voilà. Et on voit donc ces campagnes contre l'obésité, avec Michelle Obama en tête, justement, qui est porte-drapeau de cette lutte contre l'obésité, qui fait de très nombreuses victimes aux États-Unis, et des écoles, des hôpitaux qui rompent leur partenariat avec McDonald's. Alors là-dessus, Monsieur Easterbrook, cet après-midi, le directeur général de McDo, a décidé de relever le défi et de dire, on va améliorer la qualité, des hamburgers en particulier, dans les nuggets, on va retirer les antibiotiques. Rodolphe Bonas, ça c'est le principal combat peut-être à mener? C'est clairement un combat sociétal quelque part, hein. C'est-à-dire qu'on a une évolution majeure au niveau des comportements hors foyer, hein, ce qu'on évoquait, dans lequel en effet, j'allais dire que le fast-food fut un temps, était finalement un mode de consommation par contrainte. C'est-à-dire finalement la logique c'était de se dire là je suis vraiment pris entre deux feux, je vais aller au fast-food, je vais faire vite, bien, pas cher. C'était un peu l'idée qui se passait. Le burger, le soda. Exactement. Et hop, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que finalement ce fast-food c'est devenu un type de consommation qui est intégré et non pas qui permet finalement de faire autre chose, hein. C'est-à-dire que on fabrique autre chose en faisant ce fast-food. Et donc du coup, on est obligé d'attirer une clientèle totalement différente qu'au départ. C'est-à-dire qu'une clientèle qui elle va prendre le temps de savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on aura dans l'assiette, qu'est-ce qu'on va voir. Et du coup, investir plus. Moi, je suis en effet très marqué par toutes ces formules qui ne sont pas exclusivement chez McDo, mais qui se retrouvent un peu partout, dans tous les restaurants finalement aujourd'hui, dans lesquels vous pouvez à la fois avoir un plat à table et en même temps une vente au comptoir. Ce qui, socialement pour nous, est une vraie révolution, hein, puisqu'on est un pays dans lequel on a plutôt consommé pendant des générations de manière assise, alors qu'aujourd'hui, on a une vente au comptoir qui est supérieure à la vente à table. Et finalement, c'est là-dedans où on a des évolutions sociologiques importantes et dans lesquelles McDo ne peut pas faire l'économie de changer. Oui, Bernard Boutboul, McDo va devoir revoir sa gamme dans un sens beaucoup plus santé. Déjà commencé. Ils ont déjà sérieusement commencé. Ça dépend toujours de quel pays on parle, hein. Oui. La France, oui, on est d'accord, mais il y a le reste du monde, bien entendu, hein. Mais les Américains sont plus sensibles à leur ligne et à ce qu'ils mangent que les Français. Les Français, quand on leur dit ce qu'ils attendent sur leur domicile, c'est du plaisir. Et vous savez ce qu'est le plaisir pour les Français? C'est tout ce qui est salé, sucré et gras. Donc nous sommes très en retard sur les États-Unis sur le fait de faire très attention à ce qu'il y a dans notre assiette. Cela dit, il faut quand même noter qu'en France, nous avons le prix moyen d'un McDonald's, l'un des plus hauts de la planète. Le très sérieux indice Big Mac de The Economist londonien, qui est un très sérieux journal, nous indique que les deux indices les plus hauts de la planète sont la Suisse et la France. Ce qui veut dire que on a des Français. Donc ça nous fait combien? On est aux alentours, au moment du déjeuner ou du dîner, aux alentours de 10 €, ce qui est extrêmement cher. Quand vous dites ça aux États-Unis, ils trouvent ça complètement dingue. D'ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes prix qu'aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français vont 3 fois moins qu'un Américain dans un McDonald's, mais ils dépensent 3 fois plus à chaque fois qu'ils y vont. Et c'est ça qui est intéressant. Ils considèrent aujourd'hui McDonald's comme une véritable sortie, comme une véritable alternative dans leur quotidien alimentaire. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que depuis 11 ans, McDonald's a fait le travail qu'il fallait faire de franciser, d'élargir sa gamme, de tracer sa viande, de nous amener des fromages AOC, etc., etc. Ouais, et ça, on en reparlera tout à l'heure, d'ici 5-6 minutes, avec le célèbre critique gastronomique Perico Légas, qui sera avec nous, Perico Légas, donc qui viendra aux environs de 20h. Denis Gancel, W. Oui, quelques éléments de réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, il faut évidemment se méfier. Vous avez dit tout à l'heure, Fabrice, que ça dépend des zones géographiques. Oui. Dans les zones géographiques où il y a une classe qui sort de la pauvreté pour aller vers ce qu'on appelle les classes moyennes, on constate de façon totalement corrélée l'augmentation de la consommation de la viande. En clair, quand vous sortez de la pauvreté pour rentrer dans une classe moyenne, vous augmentez les protéines, c'est-à-dire le lait, les œufs et la viande, et vous passez de 1 repas à 3 repas par jour. Donc, je donne un chiffre qui m'a intéressé, c'est que la FAO estime qu'il va falloir une augmentation de la production annuelle de viande de 250 millions de tonnes par an. De l'augmentation. Donc l'idée qui consiste à dire, mais effectivement les Américains sont les plus gros consommateurs de viande dans le monde, et donc évidemment il faudrait qu'ils en consomment moins parce que évidemment c'est mauvais pour leur santé et qu'ils sont obèses, c'est pas vrai partout.
C'est-à-dire qu'au contraire, il y a des pays qui doivent rentrer dans les protéines pour pouvoir... Une sorte de rattrapage, quoi, quelque part. Oui, là, pour une culture de rattrapage. Et il n'est pas exclu que McDo fasse partie de ce dispositif. De ce parcours, ouais. La deuxième réflexion que je voulais faire, qui me paraît importante, c'est l'idée de la simplification. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la signature de McDo, c'était on fait des hamburgers et on le fait bien. Et il y a quelque chose qui me fait penser que McDo n'est pas très à l'aise au niveau mondial pour mener des concepts polymorphes extrêmement complexes. Le nouveau président arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme M. Tavares à la tête de PSA, il dit on va diminuer les réduire la gamme. Ça c'est intéressant parce que c'est un effet qu'on constate de la mondialisation, c'est qu'on ne sait pas faire à l'échelle de la mondialisation du complexe avec trop de modèles. Donc on diminue les modèles dans l'automobile, on diminue les modèles dans l'aviation et on diminue aussi les modèles et les références un peu partout dans le textile mais aussi dans l'alimentaire. Oui, l'alimentaire toujours, Denis Gancel, cette notion de plus de santé, le créneau du bien manger, c'est une tendance globale, hein. McDo, Coca-Cola également qui va lancer des boissons plus saines, un Coca-Cola vert, sucré à la stevia, il vient d'acheter des boissons végétales en Chine, ça aussi c'est la tendance globale. Oui, et je voyais que vous aviez un invité tout à l'heure avec l'Apple Watch, aussi parce qu'on va pouvoir contrôler ce qu'on mange et on va pouvoir contrôler et avoir le médecin à bord de notre propre corps. On oublie trop souvent de parler de l'importance du digital sur le contrôle de notre propre santé. Et cette tendance-là, évidemment, est une tendance extrêmement forte. Et ces marques comme McDo, qui ont une veille très forte sur les 10-15 ans à venir, savent très bien que c'est pas simplement parce que c'est bien qu'il faut manger équilibré, mais aussi parce que c'est une tendance forte, y compris des classes moyennes dans les pays émergents. Rodolphe Bonassé à Com. Alors, ce point-là aussi, c'est un élément très important. Et là, je vais vous donner un chiffre qui, moi, m'a interpellé par rapport à McDonald's. Vous savez que McDonald's est le deuxième lieu le plus fréquenté par les jeunes en France. Hein, et après quoi? Après l'école. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, on est quand même sur une marque, même si elle traverse des difficultés financières, on est quand même sur une marque qui a une empreinte générationnelle. Donc du coup, quelque part, il y a aussi une responsabilité qui se met derrière cette marque. Et je crois que finalement, le travail qui a été fait et qui doit être continué, qui doit être fait encore aujourd'hui, c'est véritablement d'accompagner ces générations. Parce que pour nous, aux États-Unis, ça a 60 ans d'histoire, hein, mais en France, McDo, ça a 30, un peu moins de 30 ans, je crois, de mémoire. Mais et du coup, c'est vrai que nous, on est dans un cap générationnel, j'allais dire, de version 1. Hein, c'est-à-dire que finalement, j'allais dire, nos parents n'ont pas connu McDo. Là, aux États-Unis, on est déjà à 2-3 générations qui viennent de passer sur le concept. Et donc, c'est vrai où là, il y a un rôle de cette marque, c'est que clairement, elle a une empreinte au niveau sociétal. Et c'est bien là, ce que disait Denis, d'être toujours en phase entre l'attente du consommateur et la marque de McDonald's. Bernard Boutboul, Gira Conseil. Je suis très surpris du plan du nouveau président américain pour les États-Unis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des réactions de financiers et de dealers. Ouais. Qui ne prennent absolument pas en compte. Que nous disait Grégory Volokin tout à l'heure, et d'où la déception donc sur les marchés cet après-midi à Wall Street. En fait, il est en train de faire exactement l'inverse que ce qu'a fait McDo France. McDo France est parti d'un Big Mac, une frite et un soda, et ils ont élargi, et ils continuent à élargir. Et McDo États-Unis, pour se redresser, a une méthode purement financière qui est de dire on va réduire la gamme pour produire plus vite avec moins de personnes. Mais c'est un très mauvais calcul vu l'évolution de la consommation alimentaire dans le monde d'ailleurs, pas qu'en France ni aux États-Unis. Et McDo, dans ce contexte-là, si ça échoue, est-ce que McDo peut être dépassé, disparaître? Peut-être quand même pas. Non, sûrement un peu de temps avant. Hein, quand même, il va se passer un peu de temps à mon avis. Ouais. Là, sur ce qui vient d'être dit, n'oublions pas le modèle. Hein, c'est-à-dire que n'oublions pas que, sans doute, une partie des décisions qui ont été prises aujourd'hui ont été prises aussi sous la contrainte des franchisés de McDo aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que un des points clairs, c'est que n'oublions pas que la marque McDo a d'abord comme premier client des franchisés qui, eux, ont des clients finaux. Et c'est peut-être cette histoire-là qui est compliquée. Et les franchisés français font l'inverse. Ils font confiance à leur franchiseur national qui, lui, élargit sa gamme depuis une dizaine d'années. Bon, on verra dans un instant les nouveaux produits que pourrait lancer McDo. Bon, il est à l'étude, en tout cas aux États-Unis, un burger à 5$, mais la France a déjà pris de l'avance justement avec des produits haut de gamme. On en parlera notamment avec le critique gastronomique et Perico Légas, et puis on reviendra aussi sur les concurrents de McDo aussi. La réplique de McDo à Subway en France, et puis
Burger King, qui continue avec son rouleau compresseur à ouvrir des magasins, à susciter de plus en plus d'envie, de désir sur ses points de vente. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, alors quelle réponse donc du nouveau patron de McDo face à la baisse des ventes depuis 2 ans? Oui, nouveau patron nommé il y a quelques semaines pour essayer bien de remonter la boîte, justement. Eh bien, Steve Easterbrook cet après-midi qui présentait sa stratégie en direction, eh bien, déjà un volet financier. Bon, qui a déçu Wall Street, on l'a vu, le titre qui est à la baisse aujourd'hui, et Grégory Volokin depuis New York nous en disait les plus grandes réserves. Nouvelle organisation mondiale, plus de franchises, simplifier la structure mondiale, organisation mondiale. Et puis, dans les points de vente, écoutez davantage les clients, nouveaux produits vers plus de santé, le créneau du bien manger, les nouveaux produits peut-être plus luxe. On continue à en parler avec nos décodeurs de l'écho, notamment eh bien, le critique gastronomique que vous connaissez tous, Perico Légas, bonsoir. Bonsoir. Perico Légas, on est toujours avec Bernard Boutboul à la tête de sa société Gira Conseil spécialisée dans la distribution, la consommation alimentaire. Denis Gancel, auteur de la Société des marques, fondateur de W, et puis Rodolphe Bonas à la tête de CACOM, groupe de communication spécialisé dans la distribution. Vous aimez ou pas le McDo? Il est bon le McDo, Perico Légas? J'oblige mes enfants à y aller. Bon. 2 fois par an, ils y vont en hurlant. Quand ils ont des mauvaises notes? Ils pensent que c'est une punition, presque. Je leur ai tellement dit que c'était une horreur qu'ils comprennent pas. Or, il faut connaître McDo. J'avoue que sur le plan gustatif, c'est une pâtisserie, donc c'est sucré, c'est salé, ça correspond à ce que disait Bernard tout à l'heure, ce sont tous les critères du goût français. Moi, je pense que c'est un concept, alors que ça a été le symbole de la modernité civilisationnelle de l'Occident, en vertu du principe consacrer le moins de temps possible et le moins d'argent possible à votre alimentation. On vient de comprendre qu'il faut faire exactement le contraire pour des raisons environnementales, sanitaires, économiques et sociales. Donc pour moi, McDo, alors ils vont encore progresser, hein, c'est normal, mais c'est fini, c'est la supernova, elle va s'éteindre. NK en France était beaucoup plus intelligent que l'américain. Denis NK, qui était le patron de McDo. Tout compris, il change la couleur, il passe du jaune au vert. On va vers le bœuf, même si c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on dirait que le McDo sort carrément de la ferme maintenant. Vous voyez, c'est un produit artisanal avec le gars avec son balai, ça va être extraordinaire. Bien sûr que, et les parts de marché françaises continuent de progresser. Mais le concept du fast, de cette croissance à fond la caisse, qui va vers plus de profits, conquérir plus de parts de marché, l'humanité sait que ce n'est pas bon. Pourquoi aujourd'hui il y a une évolution alimentaire, et ce ne sont pas les trois participants qui vont me démentir, c'est qu'il y a eu des accidents sanitaires. Si on avait laissé le marché tout seul faire, il n'y aurait eu aucune évolution, aucun progrès, aucune mesure, ça aurait été toujours plus. Mais l'industrie du profit financier, avec la publicité et surtout la grande coupable, la grande distribution, parce qu'il faut quand même qu'elle porte aussi toujours plus, et bien à un moment donné toujours plus fait que ça bascule. Il y a une panne, il y a des accidents sanitaires, il y a eu la vache folle, il y a eu quand même des choses totalement fabuleuses, du bœuf roumain, du cheval roumain dans les lasagnes au bœuf. Alors du coup, là, on se dit attention, le consommateur commence à se rendre compte qu'on est en train de l'entuber, on lui raconte des histoires, donc feignons d'être à l'origine de ces réformes, mais en fait, nous ne faisons que subir la méfiance du marché, des consommateurs, consommateurs citoyens, et nous sommes tous ici informateurs et prescripteurs en alertant, en attirant l'attention, et c'est ça qui fait qu'il y a une évolution. C'est pas du tout l'industrie, et c'est pas du tout les producteurs qui se moralisent. C'est le consommateur qui exige. Il y en a un qui prend la défense de la grande distribution, c'est Rodolphe Bonas, et l'autre qui prendra la défense de McDo, c'est Denis Gancel peut-être. Un mot chacun. Non, mais la défense de la grande distribution, sur le point, c'est que ce qu'il faut toujours avoir quand même en tête, c'est que il y a quand même une volonté de la part de tous ces acteurs qui est aussi quand même de bien faire leur métier. Il ne faut pas imaginer que seul le profit, c'est pas l'élément qui guide la totalité de l'action. L'action, elle est guidée par l'envie de travail bien fait. Moi, je connais des dizaines de directeurs de magasins, des centaines de gens qui sont des franchisés, des responsables, des chefs de rayon, des gens qui s'occupent de rayons marais, etc. Ils aiment leurs produits, ils aiment leur métier. On peut pas cataloguer ça en disant voilà, le profit va guider la totalité. Mais il n'en reste pas moins, et ça c'est vrai, qu'il y a une prise de conscience, là pour le coup sociétale, qui est un phénomène de fond, sur lequel on se penche maintenant très concrètement sur les aliments que nous avons en bouche. Là, ça c'est très très clair. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, aujourd'hui, il y a de multiples signaux qui viennent se mettre en œuvre avec ça. Alors bien sûr, il y a tout le travail qui est fait par les chaînes de télé sur les émissions, etc., culinaires, ou sur ces éléments-là, mais il y a aussi une vraie conscience
de la part du consommateur sur ce qu'il va avoir dans son assiette. Ça, c'est vrai. Denis Gancel, W. Oui, j'ai essayé de donner un regard un peu différent par rapport à ce que vous venez d'évoquer. On vient de faire une autre étude sur 37 pays qui s'appelle Meaningful Brands, c'est-à-dire le sens des marques. Alors, on observe quelque chose de très intéressant. C'est qu'autant on s'aperçoit dans les pays développés, c'est-à-dire le pays des 30 glorieuses, où il y a une lassitude des marques. Le chiffre est spectaculaire. Une très grande majorité des consommateurs seraient totalement indifférents si 70% des marques disparaissaient. Donc il y a une sorte de ras-le-bol de la marque telle qu'elle s'est imposée. Avant que McDo passe au vert, c'était la marque rouge. Et puis il y a, à l'inverse, dans les pays émergents, un engouement incroyable pour les marques, parce qu'ils en ont été privés, et que c'est Goodbye Lénine, ce film que vous avez certainement vu, où là, il y a au contraire un appétit pour les marques. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas lié à McDo, mais qui est lié à toute la consommation, qui est le fait qu'il y a 1000 villes de plus d'1 million d'habitants à construire dans les 20 prochaines années, et que le phénomène majeur qui arrive là, c'est un phénomène urbain, et de savoir quelle ville on veut. Ce qui est certain, c'est qu'on ne refera pas les villes telles qu'on les a faites dans les années 60-70, c'est-à-dire, j'y reviens, des villes en doigts de gants, sans prévoir les moyens de transport. On revoit une reconquête des centres-villes avec des petits formats, d'ailleurs qui posent des questions, y compris au fast-food. Et le rôle de McDo dans ces nouvelles villes alors? Eh bien, ça va être de reconquérir ou de conquérir certainement ces nouveaux espaces qui deviennent des espaces de proximité et des espaces de commerce. Mais je voudrais juste ajouter un dernier point, parce que je trouve que c'est très intéressant par rapport aux marques générationnelles. Vous savez que dans l'agroalimentaire, il y a quelque chose d'important. Dans les marques de pâtisserie, c'est le depuis, ou le since en anglais. Depuis 1880, pour la durée, le depuis. Et McDo a ce défi-là, c'est que McDo doit passer des générations, parce que comme Apple, c'est une marque iconique, elle doit arriver à passer les âges, sans avoir recours au depuis, parce que vous ne pouvez pas avoir McDo depuis 1937, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie, et qu'il faut arriver à jouer, et j'en termine, de la tradition, parce que ça reste important, il faut que le Big Mac il soit comme le Big Mac, et en même temps de la transgression, parce que c'est vital. Ouais. Perico Légas. Le depuis, autrefois, était une référence quand des valeurs commerciales. C'est-à-dire que les libéraux, quand ils étaient vraiment libéraux et qui respectaient les lois du marché, cohérentes, loyales et régulières, depuis, c'était quand une maison avait plus de 50 ans. L'autre jour, j'ai vu un depuis 1999. Dingue. Je pense qu'on va voir depuis 2005 assez vite. La grande distribution, qu'il y ait des braves gens, directeurs de grandes surfaces, bien entendu, mais quand je vois l'interview de M. Richard Girardot, PDG de Nestlé, dans le Figaro il y a 3 semaines, et de la façon dont il parle des méthodes de la grande distribution, je pense pas que la grande distribution soit du tout gentille en ce moment. Et c'est pas son but, et c'est pas son intérêt. C'est pas le thème. Voilà. Bon, on en est là. Pour moi, c'est le principal fléau. Monsieur Leclerc, aujourd'hui, est un danger national aussi dangereux que c'est un autre sujet. Voilà. Bon. Pour les marques, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la marque fait plus confiance? La marque, c'est la référence de l'Occident civilisé évolué. Évidemment que le tiers-monde se dit, qui dit Coca, qui dit McDo, c'est donc la démocratie américaine, c'est l'évolution, c'est les grandes sociétés. Évidemment que le monde émergent, qui crève de faim par notre politique d'ailleurs, et puis quand ils y viennent, ils se disent, mon Dieu, on aurait dû rester avec nous. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, finalement? On est en train de retourner à une forme d'agriculture, et même le ministre de l'Agriculture, avec son programme d'agroécologie, Stéphane Le Foll, revenons à des choses sensées. On a une planète à préserver, on a une productivité à respecter. Ne consommons que ce dont nous avons besoin. Or, la marque, elle a besoin de créer des besoins inutiles. Et la grande distribution a besoin de les vendre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je surproduis pour qu'on surconsomme. Ce système-là est mort. Et McDo l'incarne. Donc, on va tous s'entendre. On a besoin de publicitaires. On a besoin de grands distributeurs. On a besoin d'industriels. Il va falloir rationaliser tout ça. C'est en train de s'arracher les derniers cheveux qui lui restent. Il faut une croissance à visage humain parce que la planète, elle fera pas 13 milliards d'êtres humains. À 10 milliards, on peut vivre, mais pas à 13. Alors, tradition, transgression, pour reprendre l'expression de Denis Gancel, ils doivent ressembler à quoi? Ils doivent coûter combien maintenant les burgers McDonald's? Puisque dans les cartons de Monsieur Easterbrook, c'est de mettre en place, de vendre dès le mois de mai donc un burger à $5, un burger haut de gamme donc garni d'un faux filet qui sera servi sur une planche de bois pour mettre en avant la fraîcheur, la qualité du produit. Ça, c'est une bonne idée, Bernard Boutboul. La France a déjà innové. La France a déjà lancé, chez McDo notamment, des burgers signature by McDonald's. Des burgers à 9,50, c'est-à-dire 3 fois le prix normal. Mais ça ne peut pas être une bonne idée. Comment est-il possible de monter en gamme un concept qui est fast-food malbouffe à l'origine, alors que McDonald's est entouré depuis des années par des Shake Shack, des Steak and Shake, des Five Guys et j'en passe, qui eux sont déjà la barre au-dessus. Donc McDo États-Unis, comment peut-il être crédible dans cette montée en gamme?
La France l'a été, parce que la France a démarré ça en 2004, à l'époque où il n'y avait pas de montée en gamme de la restauration rapide. Oui, Perico Légas. Pour produire un aliment à ce prix-là, il faut imposer des conditions de production absolument abominables pour être compétitif. Or, il faut le contraire. Il faut aujourd'hui que les citoyens consommateurs, en France, en Europe, dans le monde, en tout cas dans la partie occidentale, dans le monde développé, on ne peut pas exiger ça des pays émergents, acceptent de considérer que l'alimentation, ça a un prix. Alors, on va négliger le futile, le troisième portable, la quatrième bagnole, voilà, le loisir, et on va évidemment privilégier l'utile, notre alimentation qui conditionne notre environnement, notre économie, notre patrimoine national, notre agriculture, notre santé, notre vie familiale, le sociétal, comme vous disiez. L'alimentation, c'est sacré, ça devrait être... Et d'ailleurs, à un moment donné, souvenez-vous, Monsieur le maire était ministre de l'alimentation et de l'agriculture, puis on a remis l'agriculture. Les pouvoirs publics, les médias, tout le monde a compris, CB News sort demain un numéro sur la bouffe, on a compris que c'était un enjeu vital, l'enjeu vital, il se paye, donc les budgets familiaux à budget égal vont répartir aujourd'hui leur façon de se nourrir et consacreront plus d'argent à une alimentation plus saine. Faire du McDo à ce prix-là, ça veut dire refaire des élevages de bovins industriels qui polluent, qui font des trous dans la couche d'ozone, qui polluent, qui génèrent évidemment, j'allais dire, une forme de malbouffe terrible. J'encourage les végétariens à dire que manger de la bouffe c'est dégueulasse. Donc on va faire un peu moins de viande, on va manger moins de viande et meilleur. Il faut que McDo accompagne ce mouvement. Mais $5 c'est cher pour les États-Unis. Rodolphe Bonas, Denis Gancel, le consommateur, il est prêt à payer plus davantage pour avoir une offre plus luxe, plus choix, plus ambitieuse? Alors, ça, il est clair, si on part vraiment du marché américain, c'est un peu ce qu'on évoquait, c'est qu'aujourd'hui, l'ancrage et le positionnement de McDo tel qu'il est aux États-Unis est très low cost. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une population qui est plutôt CSP-. C'est pour ça que $5, du coup. Exactement. Du coup, $5, $5, on est déjà dans un élément qui est assez cher par rapport au positionnement actuel. Actuel, on a des $1, des $0,99 qui sont aujourd'hui dans les restaurants. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque... Et en France, par exemple, ce signature... Pour faire de la qualité ou pour faire de la marge? Alors, $5, c'est formidable. Si je vais acheter du bon bœuf, oui, avec la bonne qualité, ça c'est génial. Mais si c'est pour dire j'ai besoin de faire 27% de part de marché en plus ou de marge, c'est catastrophique. Oui, là apparemment, je vous dis, ça serait du faux filet servi sur une planche en bois pour que ça soit très classe. Bon, oui, alors on n'est plus du McDo, en effet, Perico Légas. Mais juste un mot, ce signature by McDonald's lancé donc dans 3 établissements McDo en France à 9,50. 9,50, c'est 3 fois le prix du Big Mac. Ça plaît, ça rencontre du succès ou pas, Rodolphe Bonas? En fait, l'idée, non seulement ça rencontre du succès, mais l'idée, c'est véritablement d'aller capter une clientèle additionnelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'hamburger est devenu, même dans nos restaurants traditionnels, on va le voir dans un instant avec Mathieu Nardone. Voilà. Denis Gancel. Oui, 2 remarques. D'abord, McDo rejoint le club de toutes les marques qui veulent monter en gamme. Ouais. Parce que, comme vous l'avez dit, l'idée c'est de récupérer de la marge et aussi récupérer en marge que l'on perd en volume. Et donc là, il y a une bataille. Une fois de plus, vous trouvez ça dans l'automobile, dans tous les secteurs. Donc, McDo rejoint ce club-là en faisant un pari sur la montée en gamme. On peut se poser la question de savoir comment ça fonctionne dans les pays émergents. Parce qu'il n'est pas dit que les classes moyennes dans les pays émergents aient envie de consommer des produits à $5. C'est pas évident. Alors que le mythe fondateur de la marque est au contraire le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que par rapport à ce que vous évoquiez, monsieur, sur Perico Légas, la conquête des marques et la nouvelle responsabilité des marques à l'international. Ça, je crois que c'est très juste. Aujourd'hui, toutes les marques et tous les leaders mondiaux qui ont des bases installées très importantes, puisque McDo, c'est 36 000 restaurants, ont une responsabilité nouvelle. Mais j'attire votre attention sur un point, qui est qu'aujourd'hui, le critère d'achat d'un client depuis la nuit des temps, c'est la qualité et le prix, la qualité et le prix. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et messieurs, dames, la réponse est donc on engouffre, on avale chaque année en France, en moyenne, par habitant
14 burgers. Voilà, on est les deuxièmes en Europe, derrière les Anglais, 17 par habitant au Royaume-Uni. Bernard Boutboul, ça fait à peu près 1 milliard de burgers avalés chaque année en France. Hein. Ouais, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en l'an 2000, pour être très très précis, lorsqu'il se consommait un burger, il se consommait 9 sandwichs. On était le seul pays au monde à avoir un tel écart entre le sandwich baguette et le burger. Et aujourd'hui ? En 2014, nous sommes à un burger pour 2 sandwichs. Or, le sandwich n'a pas failli puisqu'il a été multiplié par 3 en volume en 13 ans, alors que le burger a été multiplié par 13. Dingue. Ouais. Alors justement, en France, on mange des burgers dans de plus en plus d'endroits. Il y a Buffalo Grill qui lançait au mois de février à Lille une enseigne spécialement dédiée au burger, Buffalo Burger. Le burger qui s'invite de plus en plus aussi à la table des restaurants. Reportage pour BFM Business de Mathieu Nardone. Il est midi et les premiers clients se pressent chez Big Fernand. Christophe est un habitué et pour lui ce sera un Bartholomé, un burger fromage raclette au lait cru et poitrine de porc fumé. C'est une formule originale avec des burgers originaux, très bons, c'est frais, ça change des chaînes standards. Depuis 2012, les franchises Big Fernand se multiplient dans l'Hexagone. L'enseigne vient même d'ouvrir son premier établissement à Hong Kong. Un succès qui ne se dément pas malgré un prix moyen autour des 15 €, le prix de la qualité pour Clément Tenon, l'un des membres de l'équipe. On est plus près d'un produit français que d'un hamburger qui a cette image américaine, qui a cette image industrielle parfois, alors que nous on n'est pas du tout des industriels du burger, on est des artisans du hamburger. Même dans les brasseries bien françaises, on a adopté le burger. Selon la gérante du café Eugène à Paris, Clémence James, il est même devenu incontournable. On juge un établissement par son burger ou son tartare ou son entrecôte même ou sa salade César. C'est devenu indispensable à la carte d'une brasserie traditionnelle. Aujourd'hui, 3/4 des restaurants traditionnels proposent au moins un hamburger à leur carte. En France, presque 1 milliard de burgers ont été vendus en 2013. Voilà, reportage de Mathieu Nardone, Perico Légas. Un bon restaurant doit faire du burger. Mais déjà, le concept, on s'en réjouit. On revient au sandwich hambourgeois des émigrants allemands qui allaient aux États-Unis et qui mettaient une tranche de viande avec ce qu'ils trouvaient dans 2 tranches de pain chaud et ça continue. Ben, c'est très bien. Cette civilisation qui revient aux sources, c'est très bon. Ça a été à un moment donné, il y a eu une déviance. McDo a détourné ce formidable sandwich, qui est un plat délicieux quand il est fait dans la tradition américaine. Ils en ont fait un produit financier lucratif qui a généré beaucoup de maladies, mais qui a enrichi le lobby pharmaceutique. Parce que dit le lobby pharmaceutique à McDo? Continue. Non, que dit le... Pas qu'on croit non plus que quand on mange du McDo, pourquoi les laboratoires Pfizer ont proposé à McDo de mettre des distributeurs de statines directement dans les... Voilà. Vous allez chercher votre McDo, vous avez 2 pastilles de statine, c'est un projet. Donc, la malbouffe génère des maladies qui enrichit le lobby pharmaceutique. Pourquoi arrêter? Eh ben non, justement, aujourd'hui, il y a le citoyen consommateur qui décide de ne plus rentrer dans le système. Qui sont les concurrents de McDo? Tiens, pour la France, Bernard Boutboul, Gira conseille Subway, Subway avec ses sandwichs. On a vu récemment la réplique de McDo à Subway en créant un sandwich baguette. Il y a Burger King qui continue d'avancer, de progresser très vite. C'est qui les principaux rivaux? Ces 2 enseignes ne sont pas très très comparables et je ne suis pas sûr que McDonald's craigne beaucoup Subway en France. Et les restaurants traditionnels comme on a vu là tout de suite dans le reportage? Ça par contre je pense que ça doit lui poser un problème parce que quand je disais tout à l'heure que le burger a été multiplié par 13 en 13 ans, c'est pas McDo et Quick qui portent cette croissance, c'est le fait que 105 000 restaurants avec service à table que nous avons dans ce pays déclarent à 75% avoir mis un burger sur leur carte et 75% de ces 75% déclarent qu'il est devenu le produit leader. C'est quand même incroyable devant l'entrecôte, devant une blanquette de veau, etc. Je voulais juste rectifier parce que... Perico et après Rodolphe Bonas. Juste un point. Rodolphe déjà. Ouais, juste un point pour compléter. Il faut bien voir que par rapport au business de McDo, d'accord, on a bien en effet ces restaurants traditionnels, mais on a aussi, il faut jamais les oublier, tous les boulangers pâtissiers qui aujourd'hui ont énormément amélioré leur offre, c'est-à-dire qu'ils sont une grosse concurrence. Ce sont des points d'achat dans lesquels, en bas des bureaux, vous trouvez des sandwichs préparés, etc. Et ça fait partie quand même de gros concurrents. Juste, je cite des chiffres que donnait Gira, justement, vous, Bernard Boutboul, il y a quelques mois. McDo détient entre 78 et 80% du marché du hamburger en France, devant Quick, KFC, Burger King, 63% sur celui de la restauration rapide et 12,5% sur celui de la restauration commerciale qui inclut la restauration à table. Perico Légas, Denis Gancel et après on se dit au revoir. J'avais juste une divergence avec Bernard Boutboul tout à l'heure. Le chiffre que j'avais c'était 890 millions. Alors de hamburgers industriels, nous sommes d'accord, auxquels vous rajoutez ceux de restauration conventionnelle. Le jambon beurre reste en France 1 milliard 220 millions. Le premier sandwich de rue,
Voilà, donc comme quoi le peuple français n'est pas encore totalement soumis au diktat américain. Denis Cancel. Oui, on peut aussi dire que si le hamburger a tant de succès, peut-être que McDo y est pour quelque chose, parce que finalement, il a popularisé ce mets. Moi, je voudrais attirer votre attention sur une des signatures de McDo qui a fait mouche, qui était venez comme vous êtes. Et je trouve qu'on parle bien entendu du hamburger, il faut aussi parler des restaurants, il faut aussi parler des lieux de vie, en se posant peut-être une question en disant comment se fait-il que finalement McDo soit autant des lieux de vie, notamment en province, dans les sorties de ville qu'on connaît tous, et que quand on cherche où s'arrêter, le restaurant du centre-ville, il est fermé et qu'on va au McDo avec plaisir. Et donc je trouve que ça c'est quelque chose qui a été réussi par la chaîne, c'est de devenir un lieu de vie où on vient avec ses enfants et où les enfants sont les bienvenus, ce qui n'était pas le cas dans la restauration. McDo encore de beaux jours. McDo encore de beaux jours. Oui, tout le monde, Bernard Boutboul. Oui, à condition qu'elle sache innover et qu'elle se dote, d'un imaginaire et d'un nouvel imaginaire. Bernard Boutboul. Je voudrais juste rebondir sur un mot parce qu'on se dit le lieu de vie qui est très intéressant. Le burger aurait jamais dû rentrer en France si les cafés avaient fait leur boulot. 200 000 cafés en 1960, 30 000 aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des lieux de vie qui auraient dû être les lieux de vie d'aujourd'hui. Un mot, Perico Légas et Rodolphe Bonas. McDo, c'est la malbouffe au service de la fracture sociale. Bon, allez, Rodolphe Bonas, on avait bien compris que vous seriez... On changera pas, moi je dis, on changera pas Perico Légas. Bon, d'accord. McDo encore des beaux jours. Oui. McDo a la bonne recette. C'est encore une entreprise puissante et qui saura, à mon avis, relever le défi qu'il y a devant. Mais la recette d'Easterbrook cet après-midi, pour l'instant, elle ne convainc pas. Vous êtes d'accord? Pas à mon avis, d'une manière, elle convainc peut-être la finance, mais elle convaincra pas le commerce. Oui, encore. Donc vous avez saluez une initiative de McDo, puisque le Happy Meal est remplacé par des bouquins d'Alexandre Jardin à des millions d'exemplaires pour initier les jeunes à la lecture. Le premier libraire de France. Et coup de chapeau pour ça. Et voilà, merci. Une entreprise, enfin en tout cas une initiative que vous soutenez, vous, Denis Cancel, le président cofondateur de W, je rappelle, la Société des marques, votre dernier opus. Bernard Boutboul, directeur général de Gira Conseil, spécialisé dans la consommation hors domicile. Perico Légas, grand critique gastronomique, aux dents insérées, vous avez entendu, au ton inséré. Bah voilà, c'est comme ça qu'on l'aime justement. Pas souvent, mais et Rodolphe Bonas à la tête de CACOM, l'un des piliers d'émission à vos marques de David Dauba sur BFM Business, rediffusion 23h30, et on se dit au revoir. Rendez-vous demain soir, 19h en direct sur BFM Business avec les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Allez plus loin dans votre décryptage de